Imagine, tu découvres la bourse, tu t'es mis dessus récemment et tu veux t'y mettre sérieusement. Et tu entends partout que les ETF, c'est la solution miracle. Je te donne les meilleurs ETF si tu veux placer de l'argent en bourse. Voici un des ETF que je considère clairement comme parfait. Qu'est-ce que c'est un ETF? Pas besoin d'être un trader, pas besoin de choisir des actions compliquées. Tu cliques, tu investis, et ton argent travaille pendant que tu dors. Et tu vois plus 17% sur le Nasdaq 100, plus 8% sur le MSCI World et plus de 10% sur le S&P 500 sur les 5 dernières années. Et là tu te dis, ok, si je fais juste 10% par an avec le S&P 500, avec 300 à 500 euros par mois, dans 20 à 30 ans, je suis millionnaire. Et effectivement, sur Excel ou Google Sheets, ça marche. Mais dans la vraie vie, je pense pas que ce portefeuille miracle est l'exemple parfait de tout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que la réalité se passe différemment de la théorie. Et aujourd'hui, je vais te montrer les 3 erreurs les plus fréquentes avec les ETF, celles qui font passer les gens à côté de la performance réelle et parfois même qui les font perdre de l'argent alors qu'ils pensaient investir intelligemment. Et crois-moi, j'en ai vu des portefeuilles désastreux avec 10 ETF différents qui avaient l'air solides mais qui en réalité ressemblaient plus à un millefeuille de risque. En comprenant les 3 erreurs que je vais te présenter, tu vas être dans le top 1% des investisseurs particuliers. Partie 1, croire que les meilleures performances passées sont synonymes des meilleures performances futures. C'est sans doute l'erreur la plus répandue et le pire, c'est qu'elle paraît logique. Tu te dis, si cet ETF a fait plus de 30% sur 5 ans, c'est qu'il est bon. Dans l'absolu, c'est cohérent. Les performances passées racontent une histoire. Le problème, c'est quand tu regardes ces chiffres sans comprendre le contexte. Un ETF Nasdaq 100 qui fait plus de 20% par an. Ce n'est pas juste un bon ETF. C'est un produit qui a surfé sur 10 ans de taux proche de zéro, une explosion de la tech et un afflux massif de liquidités. Et donc, si tu ignores ça, tu crois que la fête continue alors qu'elle est peut-être déjà finie. Donc la leçon, c'est que les performances passées ne prédisent rien. Elles expliquent simplement le monde d'hier. Et on le répète partout. Mais pourtant, tout le monde veut continuer de croire que le S&P 500 fera éternellement 10% par an en moyenne, alors que personne n'en sait rien. Ces informations sont utiles si tu sais les lire comme un historien, pas comme un devin. C'est là que tout dérape. Après une période de forte hausse, les investisseurs accélèrent, confiant juste avant le virage. Comme en 2000, la bulle Internet a effacé près de 80% du Nasdaq en 2 ans. Et il a fallu plus de 15 ans pour qu'il retrouve son niveau d'avant-crise. Bref, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et malheureusement, beaucoup d'investisseurs oublient ce dicton. Parce que quand un ETF affiche plus de 20% par an, ne te contente pas du chiffre. Demande-toi pourquoi. Est-ce que les bénéfices ont augmenté ou est-ce juste le prix qui a gonflé? C'est cette différence entre une entreprise qui gagne plus et une entreprise qui vaut plus, sans raison économique solide. En résumé, quand un ETF monte vite, demande-toi s'il grimpe sur des bénéfices réels ou sur des promesses. Donc ne choisis pas un ETF pour ce qu'il a fait, choisis-le pour ce qu'il représente dans ton portefeuille. Regarde sa logique économique, quelle zone, quel secteur, quelles entreprises dedans, quel moteur de croissance. Et vérifie aussi ses corrélations avec tes autres placements. Vérifie le coefficient de corrélation de ton portefeuille. Et pose-toi la question, est-ce que cet ETF apporte quelque chose de nouveau à ma stratégie ou est-ce que je fais juste du doublon? Parce qu'un ETF, c'est comme un plat préparé. Si tu ne regardes pas la liste des ingrédients, tu ne pourras jamais savoir si c'est sain, équilibré ou si tu manges 3 fois la même chose sous des emballages différents. Et quand un ETF a fait plus de 30% sur 1 an, ne te jette pas dessus. Mets-le sur ta watchlist, observe-le et attends de voir si la croissance se confirme dans les résultats des entreprises. Et si tu veux aller plus loin et obtenir ma liste des meilleurs ETF, je t'ai réalisé un comparatif complet que je t'ai mis en description. Que ça t'intéresse, télécharge-le, le lien est dans la description. Pour revenir à nos ETF, tu peux aussi surveiller son drawdown. Donc c'est la baisse la plus forte sur une période donnée pour évaluer sa volatilité réelle sur des outils comme JustETF ou XtraETF. Parce qu'un ETF qui monte vite mais qui chute de 25% à la moindre secousse n'est pas performant, il est simplement instable. Et l'investissement, ce n'est pas de courir après les chiffres, c'est d'apprendre à garder son sang-froid quand tout le monde s'excite. Et ça, paradoxalement, c'est souvent ce qui fait la différence entre un investisseur moyen et un investisseur qui s'enrichit vraiment. Donc maintenant que tu sais pourquoi il ne faut pas te fier uniquement aux performances passées, passons à une autre erreur qui, elle, peut littéralement anéantir des années de bons choix. Le changement constant de stratégie. Tu peux avoir les meilleurs ETF du monde, la meilleure répartition, les frais les plus bas. Mais si tu changes d'approche tous les 6 mois, alors ton portefeuille n'aura jamais le temps de faire son travail. Et ça, c'est probablement l'erreur la plus silencieuse, mais aussi la plus destructrice. Donc deuxième erreur, changer de stratégie sans arrêt. On vit une époque où l'attention est fragmentée. Chaque semaine, un expert sur Internet t'explique que la vraie stratégie, c'est les dividendes. La semaine suivante, un autre te dit, oublie ça, la croissance, c'est le futur. Et la semaine d'après, tu tombes sur le portefeuille parfait à 4 ETF qui bat le marché à coup sûr. Résultat, tu changes de cap sans arrêt. Tu vends, tu rachètes, tu réalloues ton argent, persuadé à chaque fois que cette fois-ci, c'est la bonne. En réalité, tu es juste en train de saboter ta propre performance. Parce que l'investissement, ce n'est pas la recherche du meilleur plan. C'est la recherche d'un plan suffisamment bon que tu peux tenir sur la durée et qui est adapté à toi, ce que tu as besoin. Parce que chaque changement de stratégie, c'est comme appuyer sur reset dans un jeu vidéo. Tu recommences à zéro, tu perds ton historique et tu casses le seul vrai levier de la bourse, le temps. Et si tu crois optimiser ta performance, en réalité, tu accumules les frais, les impôts sur les plus-values et surtout, tu détruis les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est le moteur de ton patrimoine. Mais c'est aussi un moteur lent. Il met des années à démarrer, puis accélère de façon exponentielle. Et quand tu changes de stratégie, tous les 6 mois, tu coupes le moteur avant qu'il ne prenne de la vitesse. Et c'est pour ça que les investisseurs les plus riches ne sont pas ceux qui trouvent le meilleur ETF, mais ceux qui ont la discipline de rester investis longtemps. Et c'est pour ça que c'est essentiel de ne pas faire cette erreur, parce que la bourse
récompense la cohérence, pas la perfection. Et comme Warren Buffett avait dit, les marchés financiers sont une machine qui transfère l'argent des impatients vers les patients. Et les marchés sont volatiles, c'est normal, mais cette volatilité devient ton allié si tu restes constant. Tu peux ajuster ta stratégie, bien sûr. L'investissement, c'est pas un dogme, mais ajuste-la pour de bonnes raisons. Et par exemple, les bonnes raisons, c'est un changement dans ta situation personnelle. Par exemple, tu prépares un achat, il y a un enfant qui arrive, ou il y a ta retraite qui arrive. Ou bien ça peut être une évolution de ton profil de risque, ou encore une compréhension plus fine de ce que tu veux atteindre, ou d'autres classes d'actifs que tu comprends beaucoup mieux. Et tout le reste, la peur, la FOMO, les modes, c'est ce qui ruine les performances de la majorité des investisseurs. Et petit conseil d'expérience, quand tu ressens ce besoin presque irrationnel de bouger ton argent, pose-toi 2 questions simples. Premièrement, est-ce que j'ai une preuve concrète que ma stratégie ne fonctionne plus? Et deuxièmement, est-ce que je m'ennuie simplement? Parce que l'ennui en bourse est souvent un très bon signe. Les meilleurs portefeuilles sont ceux dont tu n'as pas besoin de parler tous les jours. La vérité, c'est que la constance bat la performance. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'un plan que tu peux suivre sans paniquer. Et si tu arrives à faire ça, tu as déjà compris ce que la majorité des investisseurs ne comprendront jamais. Et ce n'est pas juste une théorie. Il existe une étude qui, depuis 30 ans, prouve noir sur blanc à quel point le comportement humain détruit la performance. C'est le rapport QAIB pour Quantitative Analysis of Investor Behavior, publié chaque année par le cabinet américain Dalbar. Et depuis 1994, Dalbar mesure non pas ce que rapportent les marchés, mais ce que gagnent réellement les investisseurs une fois qu'on prend en compte leurs décisions. Les moments où ils achètent, où ils vendent, où ils paniquent, où ils changent encore et encore de stratégie. Et les résultats sont édifiants. Sur les 30 dernières années, de 93 à 2023, l'investisseur action moyen a obtenu une performance annuelle de 7% contre 9,65% pour le S&P 500. 3 points de différence quasiment chaque année. Et sur 30 ans, ça ne paraît pas énorme, mais c'est colossal. Que 3 points de moins sur 100 000 euros investis, c'est presque 100 000 euros de gains perdus au bout de 20 ans. Ce n'est pas un hasard, Dalbar retrouve la même tendance année après année. Et en 2022 par exemple, une année compliquée pour tout le monde, le S&P 500 a chuté de 18% et l'investisseur moyen a perdu 21%. Pourquoi? Parce qu'il a vendu au plus mauvais moment après la chute, puis racheté trop tard. Et ça, quand le marché avait déjà rebondi. En résumé, il a fait exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le behavior gap, le fossé comportemental. Ce n'est pas un écart de compétences, c'est un écart de comportement. Tu peux avoir le même portefeuille qu'un investisseur discipliné, les mêmes ETF, les mêmes frais, la même stratégie, mais si tu n'as pas la même constance, alors ta performance peut être jusqu'à 2 fois moins faible. Et Dalbar montre la même chose pour toutes les catégories d'investisseurs. Les investisseurs en obligations, en fonds mixtes, en allocations, bref, ils ont tous systématiquement sous-performé leur propre placement. Pas à cause du marché, pas à cause des banques, mais parce qu'ils ont agi sous l'émotion. Et maintenant, on arrive à la 3e erreur, celle qui trompe même les investisseurs les plus prudents. Après avoir vu les erreurs de stratégie et de comportement, celle-ci touche à quelque chose de plus subtil, l'illusion de la diversification. Partie 3, croire qu'on est diversifié alors qu'on ne l'est pas du tout. C'est une erreur que je vois partout. Des investisseurs persuadés d'avoir un portefeuille diversifié. Alors qu'en réalité, ils ont juste un copier-coller d'ETF qui se marche dessus. Ils pensent se protéger, mais en réalité, ils s'exposent 3 fois au même risque. Par exemple, tu prends un ETF S&P 500, un ETF Nasdaq, un ETF MSCI World. Tu te dis l'Amérique, la tech et le monde entier, parfait. Sauf qu'en réalité, tu détiens les mêmes entreprises 3 fois. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google, Tesla, Meta. Ces 7 valeurs pèsent près de 25% du S&P 500, plus de 40% du Nasdaq et environ 20% du MSCI World. Donc ton portefeuille est diversifié et en fait ultra concentré sur la tech américaine. Et le risque caché, quand la tech monte, tout va bien. Mais quand elle corrige, ton portefeuille plonge d'un bloc. C'est ce qu'on appelle le chevauchement ou l'overlap en anglais. Et ça, c'est l'angle mort de la majorité des investisseurs en ETF. Et pour connaître ton taux de chevauchement entre tes différents ETF, tu peux aller sur des sites comme ETF Research Center et connaître ton taux de chevauchement. Et je t'ai mis en description un tutoriel complet pour bien utiliser l'outil. Le lien est dans la description. Maintenant, comment faire pour corriger le tir? Faut commencer par analyser ce qu'il y a dans tes ETF. Et il y a des sites comme JustETF ou Extra ETF qui te montrent ce qu'il y a dedans, donc les entreprises. Et idem, je t'ai mis un tutoriel complet en description. Ensuite, diversifier intelligemment. Un ETF sur les marchés émergents, un ETF small cap, un ETF obligataire ou un ETC donc sur des matières premières. Bref, un bon portefeuille, c'est comme une équipe de foot. Tu veux des attaquants, mais aussi des bons défenseurs et un bon gardien. Mais attention, le chevauchement n'est pas toujours une erreur. S'il évolue, c'est une stratégie. Si tu crois à long terme dans la tech, la santé ou l'IA, tu veux surpondérer volontairement un secteur, alors là oui, ça peut faire sens. La différence, c'est que cette fois, tu sais ce que tu fais. Le vrai piège, c'est d'être exposé sans s'en rendre compte. Acheter 3 ETF, c'est facile, mais comprendre ce qu'ils contiennent, comment ils se croisent et pourquoi tu les choisis, là, c'est plus technique. Et c'est ça être un vrai investisseur. Parce qu'un portefeuille bien construit, ce n'est pas celui qui copie les autres. C'est celui que tu comprends, celui que tu assumes et que tu tiens même quand ça baisse. Donc pour conclure, les ETF, c'est probablement l'une des meilleures inventions financières du siècle. Ils ont ouvert la bourse au plus grand public, ils ont fait chuter les frais et surtout, ils ont permis à des millions d'investisseurs d'avoir enfin accès à la performance des marchés mondiaux et ça sans avoir besoin d'être trader, analyste ou expert en finance. Mais comme toute bonne invention, entre de mauvaises mains, ils peuvent aussi devenir un piège. Ce qui fait perdre de l'argent aux investisseurs, ce n'est pas la bourse
bourse n'est pas les ETF, c'est le comportement humain, la précipitation, le mimétisme et le manque de stratégie. On cherche à aller vite, à copier ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à changer de cap au moindre bruit de marché, et ça, sans s'en rendre compte, on finit par détruire exactement ce que les ETF étaient censés protéger, la performance à long terme. Alors retiens ces 3 principes simples mais essentiels. Premièrement, ne cours pas après les performances passées. Les chiffres ne sont pas des promesses, ce sont des leçons. Il faut que tu comprennes ce qui se cache derrière une performance avant d'investir dessus. Deuxièmement, choisis une stratégie simple et garde le cap. Parce que ce n'est pas le marché qui récompense les plus malins, c'est le temps qui récompense les plus patients. Et enfin, ne confonds pas quantité et diversification. 10 ETF ne valent pas mieux que 2 si ce sont les mêmes. Lis la composition, comprends ce que tu détiens et construis un portefeuille cohérent. L'argent aime la régularité et les marchés récompensent la discipline. Et à long terme, la vraie richesse n'est pas d'avoir trouvé le bon ETF, d'avoir eu le courage de ne pas changer de cap quand tout le monde paniquait. Qu'en investissement, la plus belle performance n'est pas celle de ton portefeuille, c'est celle de ton comportement. Si aujourd'hui tu te dis, j'ai envie d'investir sérieusement, je veux une stratégie propre, mais je ne sais pas comment faire ni par où commencer, et si tu veux te lancer avec une base solide ETF et d'actions, une vraie vision long terme, mais que tu procrastines, que tu hésites ou que tu ne sais pas par où commencer parce que tu as peur de faire des erreurs, j'ai réalisé une formation 100% gratuite dans laquelle j'explique étape par étape comment faire pour investir intelligemment avec des actions et des ETF et comment combiner tout ça intelligemment. Donc si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien dans la description. Donc j'espère que cette vidéo sur les 3 plus grosses erreurs sur les ETF t'a aidé. Si c'est le cas, je t'invite à la liker et à t'abonner. On se retrouve maintenant dans une prochaine vidéo.